Podcast Échec Avant, en collaboration avec Gestion RVK Inc., McDonald's, Bull Nutrition, GMT Collection, Rénovation Calfeutrage Alcam, Deck RDP, Spark Energy Drink, Cadence Virtuelle, FDHL, All-Star Cup, Golden Break, Sliders Keepers, AAD Lab, Lave Voûte Sportive, Deck pour qui Sabrevoix, Focus, Gardien de but. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Édition du 5 novembre 2025, c'est parti! C'est l'échec avant où le sport s'anime. Des départs passionnés, des moments sublimes. Du hockey, de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport différent. Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre échec avant, le podcast sportif là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en guérant. Ce soir, 4 segments sont à l'affiche pour vous ce soir. Et oui, un gros show d'approximativement 2 heures pour vous ce soir. À commencer, on revient avec un podcast qui est un peu une émission spéciale, celui de la MLB 100% Baseball, avec notre invité Christopher Nain qui se joint à nous. Par la suite, on revient à nos bonnes vieilles habitudes, le segment NFL sur le terrain. On a manqué les 2 dernières semaines. On a du pain sur la planche, nos fameux top 5 des pires et des meilleures équipes dans la NFL, ainsi que le duel de prédiction en vue de la semaine numéro 10 déjà. Ensuite, on enchaîne avec le Canadien de Montréal. Globalement, le début de saison, les débords de Sam Montembeault, la controverse des gardiens de but, les partisans qui ont la mèche courte, les huées envers Sam Montembeault hier qui a cédé 3 buts sur 5 lancés. On va revenir sur tout ça pour vous. Et on termine avec le segment premier début, le segment 100% LCF. Les Alouettes qui ont eu chaud contre les Blue Bombers de Winnipeg. On a joué avec le feu. Mais Davis, la machine Alexander, qui a dit non, ça ne sera pas dans ce match-là que je vais subir ma première défaite. Lui qui est invaincu à ses 12 premiers matchs dans la Ligue canadienne de football. Juste avant de débuter, et oui, comme à l'habitude, je débute l'émission en vous invitant à la première édition du tournoi de hockey du podcast Échec Avant. C'est quand? C'est le 13 décembre prochain au complexe HBLL de Laval. L'ajout de la catégorie D. On a éliminé la catégorie ME. Donc voilà. C'est 585$ par équipe, soit une moyenne de 65$ par joueur. DJ, massothérapie, photographe sur place, animation tout au long de la journée. Et également Spark Energy Drink, qui sera notre fier commanditaire sur place. On s'en va les retrouver, vous les avez vus, Christopher Nain et Cédric, la voix mielleuse de votre échec avant. Paquette, toujours fidèle au poste, messieurs. Comment allez-vous? C'est pas bien vous autres? Ça va mieux. Ça va mieux. J'ai avalé la défaite. Je l'ai appris c'était quoi. Ah, tu l'as avalé? Ça va mieux. Je me sens mieux. Je l'ai encore de travers. On va y revenir, mais sérieusement, là. Il y en a beaucoup dans les derniers jours qui ont mis l'étiquette de choker aux Blue Jays de Toronto. On a même été jusqu'à mettre les Blue Jays dans le même panier que les Maple Leafs de Toronto. Et là, premièrement, rapidement, je vais bien. Là, vous m'avez posé la question. Là. Si on se fie au dernier podcast, je vais mieux.
Il devrait pas avoir de tout aux 2 secondes. On devrait être correct. Les Blue Jays de Toronto se sont inclinés en 7 rencontres dans la série mondiale de baseball, alors qu'avant même de débuter la série, on les mettait en dessous de l'autobus. On mettait les Dodgers en 5, peut-être même en 4. On parlait des lanceurs chez les Dodgers qui allaient maîtriser les Blue Jays dès le départ. C'est vrai qu'avant que cette série débute, oui, j'y croyais, mais on ne pouvait pas enlever la grosse équipe des Dodgers. Les lanceurs des Dodgers, Blake Snell, Shohei Ohtani, Yamamoto, Glasnow, sans parler des releveurs, sans parler du closer en Sasaki. Les Dodgers sont une équipe qui est montée pour les éliminatoires. Une équipe qui est montée pour gagner des championnats. De l'autre côté, on avait une jeune équipe en les Blue Jays de Toronto qui ont probablement connu l'une des meilleures saisons, si ce n'est pas la meilleure saison de leur histoire. On a remporté le championnat en terminant premier de la division. On a été des machines. Même si vers la fin de la saison, ça a été plus difficile, il faut s'en rappeler. Là. On a beaucoup de séquences de matchs où on a un point marqué, où on n'a pas pantoute. On s'est cherché dans les 10 derniers matchs de la saison. Les 2 derniers ont été meilleurs, où on a été capable de repartir la machine offensive avant les éliminatoires. Ensuite, ça a été corsé. On a affronté les Yankees. On l'a emporté en 4 matchs, 3-1. On a eu le droit au fameux Da Yankees Lose de Vladimir qui est venu honnêtement exploser partout sur les réseaux sociaux. David Ortiz qui s'est moqué là, de A-Rod et de Derek Jeter en direct après l'élimination des Yankees. Honnêtement, ça a été un moment magique. Ensuite, les Yankees ont affronté les Mariners de Seattle et encore une fois, on mettait les Mariners favoris dans cette série-là. C'est simple, là. Il n'y a pas même de gens qui ont cru aux Blue Jays lors des éliminatoires. Et pourtant, les Jays ont été capables de sortir les Mariners en 7 après une série remarquable de George Springer, il faut s'en rappeler. Le gros circuit qui a amené... Oh, là on a perdu Christopher. Donc le gros circuit qui a amené les Jays en match numéro 7 et qui a finalement propulsé les Blue Jays de Toronto en World Series contre les Dodgers qui, eux, de leur côté, c'est simple. On a sorti les Phillies en 4. On a sorti les Brewers en 4. Puis on était prêt à attendre les Blue Jays. Ça a été une série avec des hauts et des bas. Les Jays ont explosé dès le match numéro 1, l'emportant de mémoire là, 10 ou 12-3 dans ces environs-là. Ça a été un match explosif. Ensuite, les Dodgers ont remporté le match numéro 2 et le match numéro 3 à Los Angeles. Les Jays arrivaient à Los Angeles dans ce qu'on pourrait dire un 2 de 3. Je m'explique. Même un 3 de 5, je peux dire ainsi, parce que c'était 1-1 après les 2 premiers matchs. Et là, si les Dodgers remportaient les 3 matchs qui suivaient, c'était terminé. Le match 3, le match 4 et le match numéro 5 étaient à Los Angeles. Les Jays sont revenus, ont été chercher le match 5, ont été chercher le match numéro 6 et ont forcé la tenue d'un match. En fait, on a été chercher le match 4, le match 5. On a remporté le match numéro 6 à Toronto, puisqu'on est revenu pour le 6 et 7 à Toronto. Et on a été capable de forcer le match numéro 7. Cédric, qu'on mette les Blue Jays dans le même bateau que les Maple Leafs, je suis pas d'accord. Les Leafs
ont passé pas plus que la première ronde et n'ont jamais été capables de franchir la deuxième ronde. Les Jays se rendent en éliminatoire. Oui, c'est vrai qu'on n'était pas capable de passer la première ronde depuis, de mémoire, 2015. On s'est rendu en éliminatoire en 2021, 2022 et 2024 de mémoire. On n'a pas été capable de passer la première. Là, on a passé la première. On a passé la série de championnat. Puis on s'est rendu en World Series et on met quand même les Jays dans le même panier que les Leafs. J'ai envie de dire que c'est manquer de respect aux Blue Jays de Toronto. Oui, on a choqué en finale. Oui, on a manqué trop d'occasions. On avait les buts remplis avec un retrait. En 9e manche, en fin de 9e, là, on l'avait. On a Jimenez qui a été trop gourmand, qui a voulu voler le marbre. Mais combien de fois on a vu les Jays dans cette série-là tenter un but de trop? Que ce soit Varsho qui est parti du marbre, qui a frappé la balle dans la droite, a volé le 1, le 2, a pris un guess au 3, s'est fait barrer. De mémoire, par la suite, c'est, je crois, Addison Barger qui a volé le marbre sur un jeu similaire. S'est fait barrer au marbre. Et le pire dans tout ça, c'est que tout ça part de l'instructeur au 3 qui, lui, saute, puis il pousse, puis il pousse, puis il pousse. Je peux comprendre qu'il y a une étiquette de choke qui peut s'appliquer aux Jays au moment où on parle des chances manquées, parce qu'on en a manqué, puis on en a manqué. On a pris les devants 3-0 sur le circuit de Beau-Béchette en 3e manche. On a eu les devants 4-3 en fin de 7e. Les Dodgers sont revenus. Et malheureusement, malgré des coussins remplis en 9e, en 10e et en 11e, bon, j'ai envie de dire qu'il y a eu la malchance du bâton brisé de Alejandro Kirk, qui, à cause d'un bâton brisé, c'est une balle qui s'est transformée en balle à double jeu. Alors que les Jays avaient un go 3, un go premier avec un retrait. Mais ça ne change pas le fait qu'on a manqué d'opportunités et les Dodgers nous ont fait payer. Qu'est-ce que tu as pensé de cette série-là, Cédric? Écoute, moi, c'est la première fois que je regardais le baseball. J'ai essayé de suivre ça. Moi, je suis habitué, je suis un gars de hockey, de football, il y a toujours de l'action, donc le baseball, pour moi, c'était plus long. Là, de voir les Blue Jays, j'ai commencé à porter attention quand ils ont battu les Yankees, bon, là, en finale de championnat de ligue. Donc, c'était intéressant. J'ai regardé la fin de la série contre les Mariners, puis là, de voir une série comme ça, une série mondiale, je suis rentré dans le baseball. Là, je vais continuer à suivre les Blue Jays parce que c'est une série qui était très, très, très divertissante à regarder. Les seuls moments de la série que j'ai manqué, là, c'est le match qui est allé en 18e manche, là, si je me souviens bien, que malheureusement, j'ai pas été capable de rester debout là, pour regarder l'entièreté de tout ça. Mais je pense que je comprends un peu le comparatif là, avec les Maple Leafs. Je pense que, bon, il y a de l'exagération là, très clairement. Là, les Maple Leafs sont pas une équipe qui a de la difficulté à passer la première ronde là, depuis 2004. Mais je pense que le comparatif se fait vraiment quand tu vois que c'était 3-1, exactement comme les Maple Leafs, là, le match numéro 7 contre Boston, il y a cela plusieurs années. Je pense que, j'espère en tout cas que plusieurs personnes font ce comparatif-là un peu à la blague. Parce que, oui, comme tu l'as dit, là, on a manqué d'opportunisme, puis c'est pas les opportunités qui manquaient, là, les buts remplis 2 fois là, dans le match numéro 7 qu'on a laissé complètement sans faire rentrer aucun des coureurs là, sur les sentiers. Donc, évidemment, je peux pas dire que les Blue Jays ne se sont pas tirés dans le pied, ça serait pas vrai. Là, on a laissé les buts remplis trop souvent, mais faut pas non plus partir en peur puis dire que c'est comme les Maple Leafs. C'est la première fois que ça arrive quand même pour les Blue Jays. Mais une série très, très, très divertissante. Tu l'as sur le cœur encore probablement pas mal plus que moi. Moi, j'étais pas un gros fan des Blue Jays avant cette série-là, mais je dois dire que les avoir vus perdre cette avance-là, puis laisser les buts remplis, ça fait mal, ça pince, puis c'est pas l'idéal du tout, évidemment, là, de perdre de cette façon-là. Mais somme toute, là, comme tu as dit au début, on les passait en dessous de l'autobus, on les voyait pas comme des favoris du tout, puis de forcer un match numéro 7 contre une très grosse équipe, là, les Dodgers, c'était quand même quelque chose de... c'est pas rien quand même. Je l'ai sur le cœur, effectivement. Je l'ai encore. Tu sais, nous, on n'a pas connu les Expos. Tu sais, quand les Expos sont partis en 2004, j'avais 5 ans. J'ai peut-être été voir une game ou deux.
m'en rappelle pas. J'étais même pas capable de manger le popcorn au caramel. Je veux dire, on s'en rappelle pas. On l'a pas connu. Est-ce on va finir par le connaître un jour? Je l'espère, parce que pour vrai, puis avec l'histoire des Blue Jays au Canada, je pense qu'on vient de prouver à la Ligue qu'au-delà des Blue Jays, le baseball est présent. Dans le match numéro 6 et 7, c'est plus de 6,8 millions de gens qui étaient connectés à regarder les matchs. On a fracassé des records de télédiffusion, de spectateurs au niveau là, de regarder là, du visionnement des matchs. Je suis les Blue Jays depuis que je suis tout petit. À défaut que le Canadien, c'est mon équipe dans la Ligue nationale de hockey, les Blue Jays, c'est mon club dans la MLB. À chaque été, j'y vais. Si je suis capable d'y aller 2 fois, j'y vais. Si je suis capable d'y aller 3... J'ai déjà fait 3 allers-retours pour y aller dans le même été en l'espace d'1 mois et demi. Les Blue Jays, c'est mon équipe. Je l'ai sur le cœur. Je l'ai trouvé rough. J'ai regardé le match qui a duré 18 manches au total. J'étais pas capable de décrocher. Je me suis couché à 3h du matin. Je me suis relevé à 7h. J'ai entendu la porte de la chambre du petit shaker. J'ai dit, oh mon Dieu, cette journée va être longue. Je travaillais à 9h. J'étais arrivé à la job brisé en 2. Mais je ne pouvais pas. Puis à chaque manche, je me disais, on va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Non, c'est le circuit finalement de... Je l'ai perdu en tête. Là. Freddie Freeman qui est venu casser les jambes des Jays en 18e est venu fermer la rencontre. Mais dans cette rencontre-là, puis on en a parlé, puis les gens en ont parlé, la mauvaise gestion du coach des Jays a été lamentable. John Schneider a été trop rapide sur la gâchette. On a retiré Barger en 7e. On a retiré Bo Bichette rapidement. On a retiré Alejandro Kirk. En 9e manche, là, on n'avait plus les services de Barger, Kirk, Bo Bichette. De mémoire, on avait enlevé David Schneider également. On va se le dire, les releveurs des Blue Jays en termes de frappeurs, la relève, c'est mauvais. C'est mauvais. À part peut-être Nathan Lucas qui a un semblant de quelque chose de bon, puis Andrés Jiménez qui frappait 1 fois sur 4. Maestra, c'est pas bon. Tant qu'à moi, il n'a pas connu des excellentes séries. Ty France, Tyler Heineman, Laporfido qui, bon, n'a pas vraiment joué. Bo Bichette qui a fait son apparition en série mondiale a été magique. Si jamais ça a été ses derniers matchs avec les Blue Jays, moi je veux dire chapeau. Pas capable de courir, a donné tout ce qu'il y avait au niveau du bâton. A eu des gros circuits, des gros coups sûrs. A été capable de produire 6 points en 7 rencontres. J'espère qu'il reviendra. A dit qu'il voulait revenir. C'est juste de s'entendre sur un montant. Et c'est de faire la place aussi. La déception pour moi, c'est Anthony Santander qu'on a juste pas vu. A joué contre les Yankees. A joué un match contre les Mariners. On l'a plus revu. Quelle déception pour Anthony Santander. On avait tellement de grosses attentes. Mais pour moi, ce qui a peut-être fait la différence dans cette série-là, c'est le match numéro 5 ou le 4. Je suis vraiment pas sûr. Ou même c'est le match numéro... En tout cas, le match de la 18e manche, je crois que c'est le 3 ou c'est le 4. C'est le 3. C'est le 3. John Schneider a été mauvais à ce niveau-là. Puis ce qui t'a tué, c'est que tu as été pris avec Little en fin de 18e, qui était ton pire releveur, mais tu n'avais plus le choix. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a peut-être eu une mauvaise gestion. Par la suite... Les autres matchs, ça a été correct. Je pense qu'on a compris l'erreur. Les Jays, c'est une jeune équipe. On enlève George Springer,
qui n'en était pas à ses premières éliminatoires. Alejandro Kirk, Guerrero, Varsho, Jimenez, Bichette, Clement, Schneider, ce sont tous des joueurs qui n'avaient pas vraiment d'expérience en éliminatoire. Est-ce que les Jays pourraient répéter cet exploit-là la saison prochaine? Je pense que oui. Si on a le même noyau, c'est sûr qu'au niveau des releveurs, je pense qu'il va y avoir des changements. Là, on a confirmé le retour de Shane Bieber aujourd'hui. On a pris l'option de la dernière année de contrat. Il sera de retour. Shane Bieber qui, malheureusement, a coûté le point décisif lors du match numéro 7 sur le circuit de... j'ai un plan de mémoire. Sur le circuit de Will Smith qui est venu casser les jambes des Jays. J'ai vraiment hâte de voir la suite des choses. Ça a été de loin pour moi la meilleure série mondiale des dernières années. Peut-être qu'il faudrait remonter à quand les Cubs de Chicago l'ont gagné il y a quelques années, dans les alentours de 2016. Je pense que c'est peut-être pour moi, là, depuis cette série-là, l'une des grosses séries que j'ai regardées. Décevant. Faut en tirer tout de même du positif. On a vu de belles choses. On peut penser à Trey Savage, qui à 22 ans a eu 2 départs comme partant et 1 départ comme relève en World Series dans la MLB quand ce gars-là a commencé dans le A, dans le 2A, dans le 3 avec les Bisons. Ce gars-là est arrivé à la fin du mois de septembre et ça a été probablement l'une des plus grosses surprises du côté des Blue Jays. J'ai vraiment hâte de voir ce que les Jays vont faire avec la situation Bo Bichette. J'ai hâte de voir la suite des choses. J'ai l'impression qu'on va vouloir s'améliorer du côté des Jays. Peut-être là, aller travailler sur les certaines lacunes qu'on avait. Moi, ma surprise, puis je le connaissais pas beaucoup malgré avoir regardé les Blue Jays tout au long de la saison, mais Dalton Varsho. Wow! Au champ centre, ce gars-là me faisait penser à Kevin Pillar dans le temps. Le Superman catch à plusieurs reprises. Mais quel homme! Dalton Varsho, le bras d'Addison Barger qui est venu couper au marbre à 99 000 à l'heure. C'est du bras. Là. C'est du bras. Ernie Clement qui a été une belle surprise. David Schneider en relève a été correct. Alejandro Kirk a été Alejandro Kirk. Quel phénomène ce gars-là. Quel phénomène est George Springer. Il s'est fait atteindre 72 fois par la balle. A cogné comme un cochon. Honnêtement, ce gars-là, dernière année de contrat la saison prochaine, s'il est capable de jouer encore l'an prochain, même si c'est à titre de DH, s'il peut rester avec les Jays, et je crois qu'honnêtement, il aura l'intérêt de revenir. Je pense que vu que les partisans au Canada, on était un petit peu cinglés. Mais on l'a vu, là. Pour qu'un Américain dise les partisans au Canada sont de loin les meilleurs partisans que j'ai connus. Est-ce que c'est juste parce que le gars joue ici? Moi, je pense qu'il y avait une part de vrai dans ce qu'il a dit, puis on le ressentait. Puis juste avoir l'émotion de ce gars-là quand il frappait un circuit. De se mettre à sauter partout, puis à pointer les partisans. Là, la vibe est là, est présente. Est-ce qu'on va le vivre à Montréal un jour? Je l'espère. J'en doute. Mais qui sait ne jamais dire jamais. Cédric, c'est ce qui conclut le segment MLB avec... Bon, il vient de m'écrire que son ordi a juste planté, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc malheureusement, Christopher Nean aura eu des petits problèmes techniques.
On espère que les Blue Jays vont revenir en force la saison prochaine et qu'ils connaîtront une aussi grosse saison. Yamamoto qui a été élu MVP. Et honnêtement, ce gars-là, je comprends pas. Il a pitché sans lancer dans le match numéro 6, puis il est revenu en relève pour 3 manches dans le match numéro 7. Puis c'était comme s'il avait pas pitché la veille, puis l'avant-veille, puis... Pour vrai, les Chinois au baseball, c'est des machines. On l'a vu avec Shohei Ohtani l'année passée, là. C'est quoi, 50 circuits, 50 buts volés dans la même saison? Je sais pas ce qu'ils mangent, mais c'est impressionnant, là. Puis j'ai lu une anecdote, puis j'avais jamais vu ça. Mais est-ce que tu savais que ce gars-là, après chaque match, allait nettoyer le bullpen? Ce gars-là a pitché une moyenne de 100 lancés dans ses 2 départs comme partant. Puis on nous a raconté par l'entremise de Martin McGuire à BPM Sport qu'à la fin de chaque match, même s'il pitch ou il pitch pas, ce gars-là va nettoyer l'enclos puis le bullpen. Legit, il passe le râteau puis il ramasse le stock. J'ai jamais vu ça. Tous les gars sont partis dans la chambre puis lui il est en train de ramasser, il est en train de faire le ménage. J'ai jamais vu ça. Chapeau. C'est ce qui complète l'anecdote du ménage de Yamamoto. Cédric, la NFL, comme à l'habitude, on a eu des surprises. On a eu des déceptions. Les Ravens, qui jeudi le 30 octobre, ont profité de leur match contre les Dolphins pour retrouver le chemin de la victoire. 28-6. On va pas rentrer trop dans le match parce que, tant qu'à moi, c'était pas un match très intéressant. Oui, il y avait le retour de Lamar Jackson qui a été 18 en 23, 204 verges, 4 passes de toucher. Son vis-à-vis, toi, Tagovailoa, ben écoute, on va se dire tel quel, là. Il n'y a rien qui fonctionne pour toi, là. Est-ce qu'on est vers la fin, d'après toi, là, de toi, tranquillement? Si ça continue comme ça, je vois pas pourquoi on continuerait avec lui. Là. Il y a vraiment rien qui fonctionne. Je pense pas que c'est le corps de receveur de passe qui est problématique à Miami. Je pense vraiment que malheureusement, déjà, moi, si j'étais Monsieur Tagovailoa, je jouerais avec un Guardian Cap. Ça, c'est juste moi. Mais je vois pas trop où est-ce qu'on peut penser s'en aller. Là. Je sais pas, vite comme ça, il y a quel âge? Oh boy, il est pas vieux, lui, là. Il âge que Jalen Hurts environ? Je vais te dire ça tout de suite. Pas Tu vois, Tagovailoa. vieux, pas nécessairement jeune. 27 ans. Déjà 27 ans quand même. Fait que c'est pas non plus un gars que tu te dis, il a juste 23 ans, il va bounce back. Rendu à 27 ans, ça commence à être difficile de virer ça de bord. Il n'y a pas eu des mauvaises saisons dans son passé, mais là, on se retrouve à un moment dans sa carrière que je pense que c'est pas lui la solution là, à Miami. Il a une seule saison complète de 17 matchs en 2023. Sinon, c'est 10, 13, 13, 17, 11 et 9 activement. Ce gars-là n'a jamais été capable de compléter une saison complète, à part là, celle de 17, comme je vous ai dit. Là. C'est là où on voit que toi, Tagovailoa, c'est difficile. Dimanche le 2 novembre, écrasante victoire des Bears de Chicago par la marque de 47-42 aux mains des pauvres Bengals. Mais écoute, surprenamment, Joe Flacco, dans la défaite, quand même 4 passes. Là, j'ai dit, c'est 47-42, pardon. 4 passes de toucher pour le vieux Joe Flacco. 31 en 47. 2 interceptions. De l'autre côté, Caleb Williams, 20 en 34. 280 verges. 3 touchés. C'est vrai que ça a été un gros match des Bears qui reprennent vraiment du poids de la bête. Et du côté des Bengals, ben malheureusement, bon, c'est un match 0 défensif. Mais encore là, du côté des Bengals, à défaut que l'offensive des Bengals a été au rendez-vous, la défensive, il n'y a rien qui fonctionne. Non,
Non, puis c'était comme ça depuis le début de la saison avec les Bengals de même. Quand c'était Joe Burrow qui était là, on dirait que ça allait un petit peu mieux, mais là, c'est 47 points, c'est énorme. Tu peux pas donner ça puis espérer aller chercher le match. Mais on l'a vu, là, ils ont été capables d'aller chercher 42 points avec un Joe Flacco passé 40 ans qui a lancé pour 400 verges. Tu peux pas gagner. Tu peux pas t'attendre à ça toutes les semaines. Premièrement, Joe Flacco, là, ça se peut pas, ça réarrivera pas cette saison. Puis tu peux pas laisser passer ces opportunités-là puis pas gagner ces matchs-là encore plus. Là, c'est pas comme ça que tu vas te rendre en série, ça c'est certain, mais pour moi, je pense que le rêve des séries pour les Bengals cette saison, de toute façon, est terminé. Ah. L'espoir des Bengals cette année, puis tant qu'à moins l'année prochaine, pas mal terminé. Surtout avec. Cette année, il est parti avec Joe Burrow. Là. Ouais, mais d'après moi, Joe, la mousse de combine, l'an prochain, s'il se fait frapper encore, il faudrait pas qu'il se fasse piler sur un pied parce que l'orteil a l'air fragile en petit pépère. Il faudrait qu'il joue avec des bootcaps. Je veux dire, à un moment donné, ça va, là. Je veux dire, honnêtement, tu sais, là, oui, ton plan B, c'est Joe Flacco, mais l'an prochain, c'est 1 an de plus de vieillissement pour Joe Flacco, là. Va-t-il être capable de poursuivre encore une fois? Pour l'instant, on voit qu'il est capable d'en donner, mais plus les semaines vont avancer, plus ça va être difficile. Ça, c'est sûr. Match qui m'a déçu. Les Vikings qui l'ont emporté contre les Lions. Retour de J.J. McCarthy qui a eu une performance correcte. C'est-tu bon, c'est pas convaincant, J.J. McCarthy? On avait les attentes au plus haut point. Puis présentement, J.J. McCarthy, c'est un peu comme un pneu avec un flat que tu regonfles à tous les 2 jours. Là. Tu sais qu'il va finir par dégonfler, il va falloir que tu ailles remettre de l'air dedans. Là. Tu sais, 14 en 25, on n'a même pas 150 verges totalisées. Oui, il y a 2 passes de toucher, mais il y a une interception là-dedans, ce qui ne te fait pas un haut taux de passes complétées. Du côté des Lions, on n'a pas été opportuniste. La défensive n'a pas été capable de faire le travail. L'attaque a été pouette-pouette. Ça n'a pas été la meilleure prestation de Jared Goff, 25 en 37. Malgré 284 verges et les 2 passes de toucher, on a déjà vu mieux du côté de Jared Goff. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? Puis, tu sais, pour le futur, est-ce qu'on peut vraiment compter sur J.J. McCarthy à long terme du côté des Vikings avec des performances à allure de tire crevé? C'est dur à juger parce que il est encore vraiment jeune, J.J. McCarthy. L'année passée, on se posait la même question avec Caleb Williams. Puis là, tu vois que les Bears sont présentement 5-3, puis que ça va bien, puis que Caleb Williams joue bien. Puis c'est souvent ça avec les jeunes carrières, c'est difficile. Puis là, c'est quand même été victime de 5 sacs du corps. C'est quand même pas nécessairement un match facile à naviguer à ce niveau-là. Je suis d'accord avec toi, par exemple, je suis un peu déçu des Lions. Si je me trompe pas, le match était à Détroit en plus, donc on l'échappe à la maison contre les Vikings qui sont coup-ci, coup-ça depuis le début de la saison. C'est rien de convaincant. Donc, un peu déçu de la performance des Lions. Comme tu as dit, le Jared Goff, pas un mauvais match nécessairement, mais on n'a pas été capable d'aller chercher assez de points. Défensive, peut-être, 27 points, c'est pas la fin du monde non plus, mais je pense qu'on aurait espéré d'en arrêter plus que ça. Donc, peut-être un peu décevant pour les Lions. Puis, je sais pas quoi faire de J.J. McCarthy pour l'instant, mais il va falloir voir. Là, comme je dis, il est encore très jeune, a encore beaucoup de temps pour se développer à son plein potentiel. On a parlé de choker tantôt. Est-ce qu'on pourrait mettre les Packers de Green Bay dans cette étiquette? Parce que honnêtement, tu perds contre les Browns de Cleveland au début de la saison et là, tu te fais jouer le tour par Bryce Young et les Panthers en fin de rencontre. C'est vrai, qu'est-ce qu'on comprend pas du côté de Green Bay? Je sais pas. Je pourrais pas te dire. Au début de la saison, j'étais sur un high avec les Packers. Je pensais que c'était la meilleure équipe de la ligue. Puis là, on échappe des matchs. On ramasse pas tant de points que ça. Puis là, on s'est laissé battre par Bryce Young qui avait 102 verges total par la passe. C'est pas beau du tout là, sur une feuille de statistiques. Donc, un peu décevant. Là, la suite du gros début de saison, je pense que les Packers étaient 3-0 Ouais. au début de la saison, si je me trompe pas. Donc là, on est rendu 5-2-1. Ça veut dire qu'on est 2-2-1 depuis ce début de saison-là. Donc, vraiment décevant. Là, qu'est-ce qu'on voit cependant? Du côté des Panthers, je m'attendais vraiment à une saison là, dans les bas-fonds du classement. Finalement, là, on se retrouve avec une fiche en haut de 500. Là. On est 5-4 présentement après cette victoire-là. Donc, ouais. C'est pas nécessairement Bryce Young qui va gagner le MVP, là, avoir ses performances. Mais quand même assez surpris là, de la saison des Panthers jusqu'à date. Tu sais, quand on regarde ça comme ça, du côté des Panthers, on est à égalité en termes de victoire avec les Bears et les Lions qui
techniquement son troisième équipe repêchée du côté de leur division. Si on regarde là, du côté de la... là, je ne veux pas me tromper, là, mais du côté de la nationale, si les Panthers remporteraient le prochain match et que les Bears et les Lions perdraient leur prochain match, les Panthers seraient techniquement en éliminatoire. Bon, la saison est encore loin d'être finie, mais quand même, c'est de se dire à quel point là, il y a comme un vent de changement du côté des Panthers là, qu'on voyait dans les bas-fonds là, complètement là, avant le début de la saison. Broncos, Texans. Les Broncos qui l'ont emporté 18-15. Somme toute, ça a été un match correct. Les Broncos ont une fiche de 7-2, mais on dirait que j'ai de la misère à les gager. On dirait qu'il y a souvent des... On dirait qu'il y a comme trop de corps où on fait pas de points, mais on parvient quand même à gagner le match. Puis quand on regarde les performances de Bo Nix, c'est des performances qui sont correctes. C'est 18-37, 173 verges. C'est pourri. Mais il y a quand même 2 passes de toucher, 1 interception. La défensive qui fait le travail. Du côté des Texans, Davis Miles qui n'a pas été mauvais. CJ Stroud n'a pas terminé la rencontre. Est-ce qu'il s'est blessé? Ou il a été sorti? Parce que là, je vois que techniquement, il a clairement pas complété. Je serais surpris qu'il ait été sorti. Le 6-10, ça doit être assez tôt dans le match. Donc, potentiellement une blessure. Là, je peux pas dire que j'ai la réponse là, pour l'instant. On y reviendra. Autre rencontre du côté de la semaine numéro 9. Commotion cérébrale pour Stroud, selon Yahoo Sports. Bon. Avec une petite recherche. Davis Miles qui n'a pas mal fait là, dans cette rencontre. Bon, c'est sûr que si on regarde les performances de Bo Nix, c'est similaire, sans passe de toucher. Ensuite, autre rencontre durant la semaine 9. Bataille offensive, les Pats qui l'emportent, c'est vrai, contre les Falcons. Les Patriots sont sur une lancée. Ont eu, faut l'avouer, là, j'ai beau être vraiment très content avec les performances des Patriots, il faut l'avouer que c'était une séquence de match plus facile, disons. On a eu les Titans, les Saints, les Falcons, je pense qu'on a joué contre les Browns aussi, je me souviens plus. Là. Il y avait un autre match pas trop difficile là, à gagner dans les 4 derniers, donc... mais quand même, on est capable d'aller chercher des victoires. On trouve des façons de gagner, puis Drake May qui continue là, d'être un très bon passeur là, dans les zones profondes. Très impressionnant. Assez impressionnant quand même ce qu'on voit des Patriotes qui étaient, selon plusieurs, là, une équipe, encore une fois, qui devrait avoir une saison difficile. On ne s'attendait pas nécessairement à ça. Là, on se retrouve égal pour le plus de victoires dans la NFL, si je ne me trompe pas, avec 7. Donc, assez surprenant du côté des Patriots cette saison. Les Colts d'Indianapolis l'ont échappé contre les Steelers d'Aaron Rodgers. Les Chargers ont emporté 27-20 aux mains des Titans. Les Saints qui ont mangé une claque contre les Rams de 34-10. Un match offensif entre les Jaguars et les Raiders qui s'est terminé 30-29 en prolongation. Le football du dimanche après-midi avait un duel intéressant entre les Bills et les Chiefs. Et les Bills qui remportent encore une fois un duel contre les Chiefs en saison régulière. Depuis là, plusieurs saisons, les Bills remportent toujours le match de saison régulière contre les Chiefs. Mais c'est vraiment en éliminatoire que ça joue. Seahawks, Commanders... les Seahawks qui ont varlopé les Commanders. Jaden Daniels qui a pas été wow. Sam Darnold, honnêtement, là. Quelle saison il connaît avec les Seahawks? Encore le genre de gars qu'on disait que c'était terminé. Sort de l'ombre. Et il connaît toute une saison. Les Seahawks sont 6-2. Qui aurait cru au début de la saison que les Seahawks de Seattle allaient être 6-2 après 8 matchs avec Sam Darnold au poste de corps? Personne. Absolument personne. C'est une situation vraiment similaire à Daniel Jones. Là, quand on voit les Colts, c'est un corps arrière à New York qui
ça allait pas bien avec son équipe. Puis on se dit c'est terminé, je change de scène, puis finalement on revire ça de bord, puis on se rend compte que c'était peut-être l'environnement le problème et non le joueur. Donc très impressionnant là, ce que les Seahawks sont capables de faire depuis le début de la saison. Cardinals, Cowboys. Un autre qui ressuscite tranquillement, Jacoby Brissett du côté des Cardinals, qui a pas mal fait. En remplacement de Kyler Murray, je sais pas si Kyler Murray est blessé ou si on l'a juste tassé. Mais Jacoby Brissett. On l'a juste tassé si je me trompe pas. Jacoby Brissett, 21 en 31, 261 verges, 2 passes, 2 touchés. Dak Prescott, 24 en 39, 250 verges, 1 touché et 1 interception. Les Cowboys sont les Cowboys, je veux dire. La défensive fait pas le travail. L'offensive, c'est soit qu'on est là, soit on n'est pas là. Donc, une victoire des Cardinals. Cédric, top 5 des meilleures et des pires équipes dans la NFL. Ça a bougé, puis j'ai décidé de me gâter. En 5e place, j'ai mis les Patriots. Ça a beau avoir été des matchs difficiles. On est rendu 7-2 quand je regarde le classement. Je me fie quand même au classement. Oui, on y va avec la difficulté d'adversaire et tout ça. Les Patriots sont présentement égales pour la première place dans la ligue avec 7 victoires, 2 défaites. Donc pour moi, les Patriots, 5e rang. 4e rang, j'ai hésité un peu, j'ai bougé des équipes. Là, j'ai les Seahawks. Ils sont peut-être un peu bas, mais je pense que c'est mérité pour eux. Là, on en a parlé là, avec Sam Darnold. Très bonne saison pour eux jusqu'à date. 3e position, les Bills, qui je pense que dans mon dernier top 5 était environ à cet endroit-là, là, il y a 2 semaines. Donc une victoire contre les Chiefs, c'est important. Une grosse victoire pour eux. 2e position, j'ai les Rams. On n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de la saison, mais constamment des grosses performances du côté des Rams. Je tiens à dire que j'avais aussi, là, quand j'ai nommé les Seahawks et les Patriots, j'avais les Broncos dans ce coin-là, mais moi aussi, je suis moins convaincu de comment on remporte ces matchs-là. Puis finalement, pour en arriver à ma première position, qui reste les Colts, j'ai de la misère à les tasser, donc même si on l'échappe là, face aux Steelers, je pense que ça reste la meilleure équipe dans la NFL pour l'instant, mais les Rams et les Bills, pour moi, cognent à la porte là, encore pour prendre cette première place. Honnêtement, j'ai un top 5 qui me surprend moi-même. Il y a des équipes là-dedans que j'aurais jamais pensé en début de saison qui seraient là-dedans. 5e position, je maintiens les Buccaneers de Tampa Bay. Je suis pas capable de les sortir de là. On a beaucoup de blessures et on est quand même capable de se maintenir à un dossier présentement de 6-2 après 8 matchs. Ce qui est assez impressionnant quand on regarde là, l'étiquette de blessures du côté des Buccaneers. Les Bills de Buffalo, grosse victoire contre les Chiefs, 4e position. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans le top 3. Quel revirement de situation du côté des Pats. Drake Mayer, la nouvelle sensation de la Nouvelle-Angleterre, a finalement sorti la tête de ses faufounes, s'est mis à jouer du gros football. Puis l'avenir est rose là, du côté de la Nouvelle-Angleterre. J'aurais jamais pensé les mettre dans mon top 3 cette saison. Mais les Seahawks de Sam Darnold au 2e rang. J'ai hésité entre les Broncos et les Seahawks. Mais les Seahawks, je trouve qu'on joue du plus gros football. Oui, les Broncos sont 7-2, mais au-delà de l'affiche, il faut regarder l'étendue des matchs, les performances. Et les Seahawks, on joue du gros football depuis le début de la saison. Les Colts, au 1er rang, sans surprise. Pour l'instant, pas capable de les tasser de là. On verra pour la suite. Top 5, pire max 6 de la NFL, c'est à toi. Ma 5e pire équipe, j'ai les Browns. Écoute, pas grand chose à dire par rapport aux Browns. C'est la même chose depuis plusieurs années. C'est pas beau là-bas. C'est assez brun, comme leur nom l'indique. 4e pire équipe, les Dolphins. Ça bouge pas beaucoup de ce côté-là non plus. On en a parlé tantôt, là, Tua, il n'y a rien qui va. 3e position de mes pires équipes, les Saints. Je les ai remontés un petit peu des dernières semaines. Je trouve qu'ils ont quand même des bonnes performances malgré toutes les défaites. Je pense qu'ils ont été quand même un petit peu malchanceux là, d'avoir juste une défaite. Avant-dernière position, j'ai les Jets. Ont été chanceux d'avoir un bye et non une autre défaite, mais je les mets quand même en dessous des Saints. Puis là, la pire équipe pour moi maintenant, c'est rendu les Titans. Une autre défaite dans les dernières semaines. Que des défaites en fait pour les Titans. Juste une victoire, donc c'est ça mes 5 pires équipes. De mon côté, présentement, là je suis juste en train de refaire certaines modifications. Ça.
Je vais je fais mes modifications en live. C'est bon. OK. De mon côté, en 5e position, je remets les Giants dans mon top 5. La sensation Jackson Dart, on dirait qu'elle est déjà terminée, entre guillemets. Les Giants semblent être redevenus les Giants. C'est difficile. C'est difficile, puis j'ai hâte de voir la suite des choses. Les Giants, je regardais là présentement. On est à 3 défaites consécutives depuis là, la dernière victoire de Jackson Dart. C'est assez difficile. Les Saints au 4e rang, on est déjà à 4 défaites de suite là, depuis notre seule victoire de la saison. 3e rang, j'aurais pu les mettre premiers, honnêtement. Pour moi, le top 3 que j'ai présentement là aurait pu être là. Miami en 3e position. Les Browns en 2e et les Titans en premier. Je pense que j'ai été peut-être trop gentil avec les Jets. J'aurais peut-être pu mettre les Jets à la place des Giants. Assurément, là, c'est sûr que la semaine prochaine, dans tous les cas, il va y avoir des changements. Semaine numéro 10, Cédric. Ça débute jeudi, soit demain soir, un duel entre les Raiders de Las Vegas et les Broncos de Denver. Quelle est ta prédiction? Les Broncos, écoute, on a une bonne défensive, puis l'offensive des Raiders, c'est rien d'impressionnant pour l'instant. Fait que je pense que les Broncos, chez eux, vont être capables de l'emporter assez aisément. Football du dimanche, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 affrontements lors de la semaine numéro 10. Dimanche, le 9 novembre, a commencé duel entre les Colts et les Falcons. Ça peut être intéressant comme duel. Ça peut être intéressant. Les Falcons qui sont assez surprenants dans les dernières semaines. Cependant, j'aurais tort d'aller contre les Colts. Moi qui les ai encore comme première équipe dans la NFL. Donc pour moi, c'est les Colts là, à domicile, encore une fois, devraient l'emporter face aux Falcons. Bien d'accord. J'ai une hésitation. Parce que du côté de Michael Penix Jr., on joue du gros football. Mais là, les Colts, on doit revenir là, sur le chemin de la victoire. Panthers, Saints en Caroline, Bryce Young et les Panthers de mon côté. Ouais, d'accord avec toi. Puis on en parlait, tu sais, ça prend quelques petites victoires comme ça pour que les Panthers peut-être se feraient un chemin en série, puis un match contre les Saints qui pourrait être un match piège. Cependant, je pense que les Panthers vont être capables de l'emporter, puis peut-être se glisser un petit peu plus proche des séries. Un duel entre les Giants et les Bears à Chicago. Pour moi, les Bears seront gagnants à domicile. Tout à fait d'accord avec toi. Là, en plus, l'offensive des Giants qui souffre avec la perte là, de Cam Scalabou. Donc, on va avoir de la difficulté à mettre des points. Puis on a vu les Bears la semaine dernière. C'est pas de mettre des points au tableau qui est un problème. Donc, les Bears à domicile pour moi aussi. Ils ont perdu les services de CJ Stroud de la semaine dernière. Les Jags, de leur côté, ont remporté un solide match contre les Raiders. Et les Jags l'emporteront à Houston. Absolument. Buffalo Dolphins à Miami, en direct du Hard Rock Stadium. Il va faire du bruit du côté des Bills, mais du côté des Dolphins, ça risque d'être silencieux. On va peut-être jouer plus de la trompette que de la guitare. Les Bills l'emporteront à Miami. Absolument. Même si on est à domicile pour Miami, là, écoute, Buffalo sont beaucoup trop forts pour les Dolphins, donc je vais avec Buffalo aussi. Duel qui peut être intéressant entre les Ravens et les Vikings au Minnesota. Tu te penches vers qui? Ils vont regonfler le pneu dégonflé de la semaine dernière. J.J. McCarthy va arriver prêt, selon moi, à Minnesota. À domicile, on le sait, il y a du bruit au Minnesota quand vient le temps des Vikings. Donc, je me range du côté des Vikings, mais comme tu l'as dit, là, ça va être assez intéressant parce qu'avec le retour de Lamar Jackson, là, ça pourrait changer les choses du côté des Ravens, mais j'ai quand même l'impression que Minnesota sont capables de l'emporter à domicile. Je vais y aller du côté des Ravens. J'ai l'impression qu'on va me planter sur celle-là. Mais J.J. McCarthy ne m'inspire pas confiance. Puis des deux côtés, la défensive, c'est pas fameux.
Fait que je m'attends à ce que ce soit un match offensif, puis je me dis que Lamar Jackson, il y a plus de chances qu'il mette plus de points au tableau que JJ McCarthy. Browns, Jets à New York. Le duel que tu veux certainement pas manquer dimanche. Tu penses vers qui? Je pense que les Browns sont une meilleure équipe que les Jets. Là, en plus, les Jets ont échangé Sauce Gardner aux Colts. Donc, Ouais. niveau défensif, on en perd encore plus contre un Myles Garrett de l'autre côté. J'ai pas grand chose à dire sur ce match-là. Je pense que les Browns vont gagner. J'y vais vraiment juste au feeling parce que c'est deux équipes que j'ai pas envie de regarder jouer au football. Oh, que j'ai hâte de t'entendre. Les deux anciennes équipes de Tom Brady qui s'affrontent l'un contre l'autre en direct de Tampa Bay. Les Buccaneers reçoivent la nouvelle sensation Drake Mayer et les Patriots. Quelle est ta prédiction? Autant je pense que les Patriots, j'ai mis les Patriots dans mon top 5, autant je pense que les Buccaneers sont probablement une meilleure équipe. Je pense que j'y allais plus dans les dernières semaines, la montée des Patriots, mais je pense qu'à Tampa Bay, ça va être difficile d'aller chercher. Les Patriots ont remporté des victoires contre des équipes moins puissantes, je dois l'avouer. Puis Tampa Bay est probablement l'équipe qui va freiner cette poussée-là des Patriots cette semaine. J'ai également mis les Buccaneers. Seahawks, Arizona, Jacoby Brissett contre Sam Darnold. On en a parlé. Les Seahawks sont sur une lancée, connaissent un excellent début de saison et à domicile à Seattle, pour moi, les Seahawks l'emporteront. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Parce que beau retour pour Jacoby Brissett la semaine dernière, mais ce sera pas assez là, contre les Seahawks. Duel qui peut être intéressant entre les Rams et les 49ers à San Francisco. Vers qui te penches-tu? J'y vais avec les Rams, j'en ai parlé tantôt, je les ai mis très haut là, dans mon top 5, donc je pense que les Rams sont très discrètement en train d'avoir une excellente saison, puis d'être dans les meilleures équipes depuis le début de la saison. Donc je me range du côté des Rams, mais San Francisco sont assez impressionnants depuis le début de la saison, là, avec toutes les blessures qu'ils ont subies, ont été capables de rester compétitifs, donc je m'attends pas du tout là, à un blowout là, du côté de San Francisco. Je pense qu'on va être capable de rester dans le match assez longtemps. Je me range également du côté des Rams. Lyon, Commanders à Washington. Jared Goff et Lyon retrouveront le chemin de la victoire. Absolument, là on a plus de Jaden Daniels en plus du côté des Commanders, donc les Lions vont l'emporter là, face à Washington. Pittsburgh, Chargers à Los Angeles. Pour moi, les Chargers vont l'emporter sur Aaron Rodgers et les Steelers. J'ai les Chargers aussi. Pittsburgh ont été capables de battre les Colts la semaine dernière, mais je pense pas qu'on va faire ça 2 semaines de suite, là, battre une grosse équipe. Donc, les Chargers pour moi aussi. Le duel du lundi soir pourrait être intéressant si les Packers ne manquent pas le bateau. Green Bay reçoit les Eagles à Green Bay. Et je vais me ranger du côté des Eagles. Moi, j'ai décidé que ce match-là allait être intéressant, puis je me range du côté des Packers. À domicile, après une dure défaite contre les Panthers, je pense qu'on va rebondir, puis je pense qu'on va aller battre. Ben, pas on va aller parce qu'on va être à domicile, mais je pense qu'on va être capable de battre les Eagles, qui eux aussi, c'est un peu coup-ci coup-ça dans les dernières semaines. Donc, je pense que ça va être intéressant, je pense que ça va être serré, mais je pense que les Packers sont capables de l'emporter. C'est ce qui conclut le segment NFL, semaine numéro 10, qui débute demain. Demain soir et ensuite 12 rencontres auront lieu dimanche prochain. C'est vrai que segment 100% élage où on se range du côté du Canadien de Montréal pour parler des dernières rencontres. Bon, lors de notre dernier podcast, on avait plusieurs affrontements. Il y a eu depuis là le duel contre les Sabres, les Flames, les Oilers, les Canucks, le Kraken, les Sénateurs et les Flyers. Le Canadien a connu d'excellents matchs. On l'a échappé contre les Oilers. On l'a échappé contre les Flyers hier. On va y revenir. C'est une récolte de 2, 4, 6, 8, 10, 11 points sur une possibilité de 14. Quel début de saison le Canadien connaît jusqu'à maintenant? Absolument, c'est assez surprenant. T'sais, moi, honnêtement, j'en ai parlé là, dans les podcasts avant le début de la saison,
que je ressentais que les Canadiens allaient peut-être prendre un step par en arrière pour s'envoler l'année prochaine. Finalement, il semble qu'ils ont pris le bateau une saison plus tôt que je pensais pour ce qui est de flyer vers le haut du classement. Donc, très très bon début de saison. Je suis vraiment surpris. J'espère que c'est quelque chose qui est soutenable pour toute la saison présentement. On force beaucoup de matchs, on gagne beaucoup de matchs en prolongation. On se doit de remonter assez souvent. Donc, j'espère qu'on va être capable de peut-être calmer ça, puis dominer plus les matchs qu'on fait présentement. Pas dire que les Canadiens jouent mal, mais quand tu forces tous tes matchs à se rendre en prolongation, j'ai de la misère à voir comment c'est sous-temps pour toute une saison. Cela étant dit, même si on fait ça pendant toute la saison, je m'attends là, avec ce début de saison-là, à voir les Canadiens faire les séries, mais peut-être pas rester là. Présentement, je pense qu'ils sont deuxième dans la LNH, ce qui est personne n'avait vu ça venir du tout. Donc, mais oui, très très bon début de saison là, pour les Canadiens jusqu'à date. Ça a été un début de rencontre difficile pour le Canadien. On a donné 3 buts en l'espace de 8 minutes, dont 2 en avantage numérique. Cam York et Bobby Brink qui inscrivait là, son deuxième, lui qui avait inscrit le premier et le troisième but des Flyers. 3 buts sur 5 lancés contre Samuel Montembeault. Ensuite, le Canadien a orchestré une remontée de 4 buts, coup sur coup en deuxième. Kirby Dach, Nick Suzuki, Kirby Dach et Ivan Demidov avant de voir Nikita Grebenkin inscrire son premier de la saison pour créer l'égalité. On a malheureusement perdu en tir de barrage. Cédric, avant la rencontre, Martin Saint-Louis avait dit on attend plus de constance de nos 3 derniers trios en enlevant celui de Suzuki, Slavkovski et Caulfield. Dès le début de la rencontre contre les Flyers, on n'a pas vu de constance du tout. Début de match difficile, des pénalités. Les Flyers ont pris rapidement le momentum. Le Canadien n'a pas arrêté de jouer. On est revenu en deuxième. On a ouvert la machine. Samuel Montembeault a été capable de fermer les livres après les 3 buts donnés. A réalisé 38 arrêts sur 42 lancés. Présentement, il y a un dilemme à Montréal. Samuel Montembeault, dans les 2 dernières saisons, avait l'étiquette de gardien numéro 1. Pour moi, c'est encore le cas présentement. Il connaît un mauvais début de saison. Même atroce. Puis on en parlait à BPM Sport tantôt. En fait, il en parlait à BPM Sport tantôt. À pareille date, avec le même nombre de matchs joués, Montembeault a une défaite de moins, mais a la même moyenne de buts alloués, le même pourcentage approximatif d'efficacité. Et par la suite, on se souvient là, de comment ça avait été par la suite pour Montembeault la saison passée. Est-ce que de voir comment Montembeault a rebondi en deuxième et en troisième, ça t'inspire confiance pour la suite? Ou pour toi, présentement, il y a encore une incertitude? Bon, on a déjà confirmé que Dobej va être devant le filet demain contre les Devils. Les partisans ont hué Montembeault hier. Quand il effectuait un arrêt ou 2 en première période. On l'a déjà vécu avec Carey Price dans le passé. Tu te situes où par rapport à ça? C'est complètement ridicule de huer un gardien de but parce que les Canadiens sont deuxième dans la Ligue nationale, puis on a l'audace d'huer un gardien de but. A peut-être pas les meilleures performances de sa carrière, mais le Canadien se situe deuxième dans la Ligue nationale, alors que l'année dernière, on est passé à ça de manquer les séries, puis Montembeault, c'était une des très grandes raisons pourquoi on s'est rendu là. Lui et Suzuki ont tenu le Canadien pour cette poussée-là en série. Donc je trouve ça vraiment plate de voir ça pour Montembeault. Je pense que évidemment qu'il veut pas mal jouer, tu sais. Il n'y a pas un gardien dans la Ligue nationale qui se met devant le but et qui se dit là, moi à soir, j'en laisse passer 3 mauvais, puis comme ça le monde va me huer puis je vais être content, tu sais. Je peux pas dire que je suis heureux avec ses performances, mais je comprends pas l'idée de huer, puis j'ai jamais compris cette idée-là. Là.
Mais je pense que ça l'a fouetté, par exemple. C'est pas la façon idéale de faire ça du tout. Mais je pense que ça l'a fouetté. Là, il a laissé passer 3 buts, puis après ça, il s'est rebranché, puis tu m'as demandé là, si ça m'inspirait confiance de l'avoir vu revenir comme ça. Pour moi, oui. Mais je pense qu'on va voir ça dans les prochaines semaines. Je pense qu'on va donner des matchs plus difficiles à Dobèche encore pour redonner encore plus confiance à Montembeault jusqu'à temps qu'on soit capable de vraiment avoir un tandem de gardien de but. L'année passée, on avait un petit peu un carrousel avec Primo qui était encore là en début de saison. C'était pas facile, on savait pas qui allait être le gardien numéro 2. Là, je pense que oui, Montembeault, je suis d'accord avec toi. Tu as dit que selon toi, Montembeault a encore l'étiquette d'un gardien numéro 1. Je pense que je rajouterais que Montembeault a l'étiquette d'un gardien 1A, puis Dobèche est rendu un gardien 1B. On n'a pas besoin d'un deuxième gardien de but dans cette situation-là. Tu n'as pas besoin de donner 60 matchs à Montembeault cette saison. Tu peux probablement splitter 42-40, 41-41 quasiment. Là. Donc, je pense que si Montembeault est vraiment sur la remontée de son mauvais début de saison après sa performance suite à la première période contre les Flyers, je pense que les Canadiens vont avoir un beau problème d'avoir 2 bons gardiens de but qui sont bien devant leur filet. J'espère évidemment là, que c'est le cas, là, que Montembeault est sur la remontée, mais si Dobèche lui vole la place de premier gardien de but, ben écoute, c'est malheureux pour Montembeault, mais évidemment, là, le Canadien est dans une position où on veut gagner le plus de matchs possible. Mais je pense que si on est capable d'avoir un tandem là, qui sont capables de s'échanger des matchs moitié-moitié, je pense que ça va être l'idéal. Là. En avantage numérique, le Canadien a toute une première vague. Le Canadien compte sur 2 casseux de mollet. 2 gars qui peuvent te faire valser de gauche à droite en un rien de temps. On l'a vu avec Cam York qui a mangé ses lacets contre Ivan Demidov qui l'a fait virer de tout bord, de tout côté. À quel point Lane Hutson et Ivan Demidov viennent tout changer en avantage numérique. Ben, on l'a vu surtout, évidemment, le Lane Hutson, on l'a vu l'année passée, comment l'avantage numérique a jumpé quand il est arrivé. Puis là, on voit depuis le début de la saison, rien contre Bolduc, je trouve ça vraiment dommage qu'il ait plus sa place sur la première vague d'avantage numérique. Je trouve que c'était une belle option là, comme lancer, mais là, on avait quoi, un 18% avant que Demidov arrive, puis depuis que Demidov est là, on approche le 50%. Là. Donc, c'est quelque chose d'avoir des passeurs comme ça. Puis, Suzuki n'est pas un joueur étiqueté comme marqueur de but, mais c'est un gars qui a quand même compté 30 buts là, dans les dernières saisons, donc c'est pas rien. Puis on l'a vu, là, son but, la passe de Demidov. Ayant 2 excellents passeurs comme ça, on développe tellement de possibilités de jeu. Puis le tir à Demidov est une arme aussi. Slavkovski devant le filet permet à Hutson de prendre des lancers. On a 5 gars en avantage numérique qui sont capables de compter de différentes places sur la patinoire. Donc c'était vraiment quelque chose à voir, honnêtement. Je trouve que autant ça m'attriste un peu de voir Bolduc quitter la première vague d'avantage numérique parce que quand on est allé le chercher, je pensais que ça allait être son rôle, puis je pensais que ça allait être sa spécialité avec le Canadien. Autant tu regardes ça, puis ça libère un peu. On n'a plus besoin de Patrick Laine. Il peut rester en Finlande. L'avantage numérique est vraiment réglé, fonctionne à fond le train. Donc c'est vraiment quelque chose qui était difficile dans les dernières années pour les Canadiens. Donc c'est vraiment le fun de voir là, qu'un gars comme Demidov et un gars comme Lane Hutson sont venus changer ça complètement là, dans même pas 2 saisons. Présentement, Nick Suzuki a 3 buts, 16 passes, 19 points, plus 9 en 13 parties. Cole, la légende Caulfield, 10 buts, 16 passes, 16 points. Lane Hutson, 1 but, 12 passes. Demidov, 4 buts, 8 passes. Newhook, Alex Newhook, quel début de saison il connaît avec Kapanen et Demidov. On était tous inquiets à se demander comment on allait développer Demidov avec un gars comme Kapanen et Newhook. Puis finalement, présentement, ça va bien ce trio-là. Absolument. C'est pour ça que on voit encore des rumeurs là, d'aller chercher un deuxième joueur de centre pour le Canadien. Moi, si je suis Kent Hughes, je pense que je patiente vraiment le plus longtemps que je peux parce que présentement, on n'a pas de deuxième trio complètement défini, là, mais bon, le trio Demidov, on s'entend que c'est eux qui jouent quand même un peu plus que les autres. Moi, je pense que présentement, le Canadien se retrouve deuxième dans la ligue. Je vois pas nécessairement un besoin viscéral d'aller chercher un deuxième joueur de centre tout de suite. Je pense que Kapanen et Newhook se sont un petit peu là, splitté la job au niveau du centre, dépendamment du côté des mises au jeu, etc. Mais Newhook, très très bon début de saison, puis c'est enfin Newhook se retrouve avec quelqu'un qui est capable d'être créatif avec la rondelle, puis Newhook n'a pas besoin de faire ça, peut se servir de son excellent coup de patin pour aller se placer au bon endroit pour recevoir des rondelles là, de Demidov.
Donc c'est ça que ça donne depuis le début de la saison. New York qui est dans les meilleurs. Ben, je pense que tu es en train de lister justement là, les pointeurs du Canadien, qui est quatrième, cinquième meilleur pointeur du Canadien présentement. Donc très 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 bon début de saison pour lui. Puis bon, Doc là, qui a compté 2 buts, je me permets d'aller vers Doc parce que c'est un peu des situations similaires. Je pense que lui aussi là, est en train de ressurgir un peu. Ça a pris un peu de temps au début de la saison, mais je pense qu'il est en train de tourner le coin un peu. Puis de revenir là, à une forme qu'on pensait qui était possible pour lui. Kirby Dach, pour moi, dans une étiquette de 3e centre, je pense que c'est plus probable qu'une étiquette de 2e. J'ai l'impression que présentement, il est dans la bonne chaise. Est-ce qu'il pourrait devenir ton centre numéro 2 éventuellement si il n'y a pas de blessure et si vraiment il commence à prendre son rythme comme on le voit depuis le début de la saison? Il est impliqué depuis le début de la saison. Il travaille, il va dans les coins, il a des chances de marquer. J'aime ce que je vois de Kirby Dach. L'échantillon est mince encore. On allume nos lampions avant chaque match. On veut pas qu'il arrive de quoi. Kirby Dach pourrait être un bon dépanneur au 2e centre si jamais il y a quelque chose, mais ta pensée est bonne. Il n'y a pas d'urgence. Là, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent comme quoi Kent Hughes est en discussion avec Saint-Louis. Voudrait avoir Robert Thomas. Je suis pas contre. Si tu amènes Robert Thomas demain matin avec le Canadien, tu viens de prendre une sérieuse option sur une possible finale de la Coupe. C'est encore tôt. Mais honnêtement, moi j'ai dit, tu peux te rendre en série avec cette équipe-là. Est-ce que tu peux te rendre au bout avec cette équipe-là? Peut-être. Mais d'avoir un gars d'impact comme un gars comme Robert Thomas, un gars comme Tage Thompson, un gars comme Jared McCann, je pense que ça pourrait t'amener encore plus haut. Présentement, t'as amené un bon point. Newhook, Kapanen, on se split la charge de travail. Ce qui fait en sorte que l'efficacité des deux au cercle de mise en jeu est beaucoup mieux qu'elle l'était. Si je regarde le pourcentage de mise en jeu, présentement, Kapanen est à 53,2. Suzuki est à 52,7. Newhook est à 41,7. Tu sais, présentement, c'est pas catastrophique. C'est sûr qu'en bas de 50, c'est pas wow. Mais même s'il y a une mise en jeu de perdu, il n'y a pas de panique. On est capable de s'installer défensivement, on est capable de sortir la rondelle. Puis présentement, au niveau de l'attaque, à part Josh Anderson et Jake Evans, ce qui me surprend beaucoup, tous nos attaquants sont dans le plus ou dans le zéro. Même Kirby Dach, qui était à moins 29 il y a 2 ans, après 10 matchs, a une fiche de 0. Carrier est à moins 5. Anderson est à moins 4. Jake Evans est à moins 6, qui est vraiment surprenant. Sinon, par la suite, c'est des gars comme Jacky, qui est à moins 3. Patrick Laine, qui est à moins 3. On aime beaucoup ce qu'on voit du côté du Canadien. Puis, tu sais, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de presse présentement, mais s'il y a un move qui se fait, on va le prendre. Un gars qui passe sous silence, mais qui connaît un excellent début de saison, Noah Dobson. J'aime ce que je vois de Noah Dobson. C'est pas le gars qui se fait remarquer, mais c'est un gars qui est efficace. 1 but, 7 passes, 8 points, plus 2 en 13 matchs, a une moyenne de 22 minutes 35 par match. Jumelé à Mike Matheson, qui également a fait un excellent travail. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais la prochaine mission de Kent Hughes, c'est de s'entendre avec Mike Matheson à court ou à long terme. Puis même à court terme, pour moi, c'est un 3 ou 4 ans minimum. Puis à long terme, peut-être un 6 ans. Qu'est-ce que tu entrevois pour Mike Matheson?
faut qu'on le signe, puis j'aurais pas eu le même discours l'année dernière. Je trouvais qu'il faisait beaucoup d'erreurs, mais là, on dirait qu'il a trouvé sa place vraiment exacte là, dans l'alignement du Canadien. C'est un joueur qui est vraiment, vraiment important. Puis tu l'as dit, ça a clairement aidé le focus défensif de Dobson. Tu sais, quand Dobson est arrivé, on s'est fait dire, vous allez voir, Dobson, c'est solide offensivement. Défensivement, des fois, ça manque d'effort, puis ça va être difficile. On voit pas vraiment ça depuis le début de la saison parce qu'avec Matheson, ils ont formé une paire qui est vraiment solide défensivement. Bon, là, il y a des erreurs du côté de Dobson. On l'a vu là, contre les Flames, là, qui a donné la rondelle à Klapka, qui a compté en arrière de lui. C'est des choses qui arrivent. C'est arrivé à Lane Hutton l'année passée. C'est arrivé plusieurs fois à Mike Matheson l'année passée. Donc, je pense que Dobson et Matheson forment une super belle paire de défenseurs. Puis, comme tu dis, il faut qu'on s'entende avec Mike Matheson le plus vite possible. Je pense que présentement, c'est le dossier principal pour Kent Hughes. Je pense qu'il n'y a rien d'autre là, qui a pris, qui passe par-dessus ça niveau priorité. Là. On a déjà signé Lane Hutton. Donc, pour moi, c'est la suite logique, c'est Mike Matheson. Donc, je pense que je suis d'accord avec toi, là, c'est le move qui serait le plus important présentement à régler. Là, c'est vraiment devenu, dans le début de saison, là, le défenseur le plus complet, le plus rond du Canadien, défensif, offensif, en transition, shutdown, tout ce que tu veux. Mike Matheson prend cette place-là, puis il fait une super belle job là, depuis le début de la saison avec tout ça. Mike Matheson rend de fiers services au Canadien de Montréal depuis son arrivée. En a pris plus que selon les attentes qu'on avait face à lui quand il est arrivé ici. A pris l'avantage numérique, le désavantage numérique. A pris toutes les minutes possibles à 5 contre 5. Oui, il a fait des erreurs défensives à plusieurs reprises. Mais ça n'a pas été ton pire défenseur. Pendant l'été, tu as amené un gars comme Dobson. Tu as perdu un gars comme Savard. Tu as perdu des gars comme Dvorak, Armia. Des gars qui avaient des spécialités en désavantage numérique. En amenant Dobson et Demidov qui arrivaient, on savait que le rôle de Mike Matheson allait changer et on se demandait comment allait-il réagir. À 5 contre 5, on se disait potentiellement sur une troisième paire. Il n'y a personne qui le voyait avec Dobson au début de la saison. Là. Personne. Tout le monde le voyait sur une troisième paire avec possiblement un gars comme Struble ou Jacky. C'était l'idée que tout le monde s'était fait au début de la saison. Avec une utilité en désavantage numérique. Présentement, il est le défenseur et globalement le joueur le plus utilisé de Martin Saint-Louis avec une moyenne supérieure à 25 minutes par match. Il a un différentiel de plus 8 en 13 rencontres. 3 buts, 4 passes, 7 points. Et il est jumelé avec Noah Dobson. Il est sur la première paire de défense en désavantage numérique avec Alex Carrier et Noah Dobson. Et ou un gars comme Jayden Struble qui fait des apparitions de temps à autre en désavantage numérique. Honnêtement, excusez, j'ai lu un message d'un auditeur. Nicolas Champagne, oui, je jette un coup d'œil et je communique avec toi là, à la fin de l'épisode ou maximum là, demain en matinée concernant les informations du tournoi. Donc c'est ça, Mike Matheson, honnêtement, les attentes ont été un peu en questionnement au début de la saison. Puis là, présentement, répond aux attentes. Puis quand je regarde un gars comme... là, je cherche son nom. Il a signé à Dallas pour plus de 10,8 millions. Thomas Harley. Je suis désolé, là. J'enlève rien à Thomas Harley. Mais 10,8 millions pour Thomas Harley. Combien va te coûter Mike Matheson? Ok, Kent Hughes va probablement faire de la magie, puis il va trouver le moyen d'envoyer son contrat au Texas, puis un peu comme Lane Hutton, puis il va tricher, puis c'est correct. Fait que son contrat va valoir probablement ça aussi. Mais là, c'est de te demander, Mike Matheson, combien il va vouloir, parce que c'est probablement son dernier gros contrat, lui-là. Là.
est à 32 ans. Dans la dernière ligne, dernier gros contrat. Pour moi, c'est une priorité. Sans l'ombre d'un doute, Mike Matheson doit signer avec le Canadien d'ici la fin de la saison. Chose certaine, c'est que ce gars-là s'en va nulle part. Là. Date limite des transactions, il ne bouge pas. Puis d'après moi, si on ne s'est pas entendu d'ici la fin de la saison, ça va être pendant la saison morte. Mais je suis pas mal sûr que le dossier est déjà sur la table et les négociations sont déjà en cours. Calendrier du Canadien dans les matchs à venir d'ici le prochain podcast qui devrait être vendredi la semaine prochaine. Pas ce vendredi, mais l'autre. On affronte les Devils demain, le Mammouth de l'Utah samedi, les Kings mardi, les Stars jeudi, les Bruins, bon, là ça va être le samedi, on risque d'avoir fait un podcast avant. Donc le Canadien de passage au New Jersey demain avant d'être de retour au Centre Bell pour les 3 matchs d'après. Cédric, sur une possibilité de 8 points, à combien de points t'attends-tu? Je pense que c'est le bout de saison qui va prouver la saison du Canadien. New Jersey et Utah qui sont dans le top de la ligue avec les Canadiens depuis le début de la saison. Les Stars qui vont être aussi un adversaire redoutable. Les Kings, je pense que c'est le match peut-être le plus facile pour le Canadien dans ce stretch de 4 matchs-là. Ça va pas bien du côté des Kings depuis le début de la saison. Donc je vois 2 points contre les Kings certainement. Sur une possibilité de 8, j'ai envie de dire 5 ou 6. Je pense que ça va être difficile, là, surtout contre les Devils. Je pense que Dobeš est capable de sortir une autre grosse performance, mais ça va être... Mais là, les Devils sont dans une déboire, là. Ils sont sur une séquence de défaites. Là. On a des blessures, on a des difficultés. Donc moi, je pense que les Devils... Mais encore là, mettons que je vois une victoire contre les Devils, mettons que je vois une victoire contre les Kings, est-ce qu'on est capable d'aller chercher une victoire contre Utah, contre les Stars aussi? Peut-être pas toutes. Donc c'est pour ça que je m'en vais vers 5-6. Je pense que on force beaucoup de matchs à aller en prolongation. Donc c'est certain qu'on gagne beaucoup en prolongation. Là, quand tu as un gars comme Cole Caulfield sur la glace, tu t'attends à avoir des très bonnes chances de l'emporter rendu en prolongation. Je vais dire 5 points sur 8. Parce que je pense que c'est vraiment des matchs qui sont plus difficiles. Je pense qu'on est capable d'aller en chercher 6 ou 7, là, certainement. Mais je pense que pour rester un petit peu plus conservateur dans mes attentes, j'irai avec 5, vu la qualité là, des adversaires au cours de la prochaine saison. Bon, les Devils sont au 4e rang, à 9-4. On est sur une dizaine de une défaite. Je sais qu'on a plusieurs blessés présentement du côté des Devils du New Jersey. À moins que je me trompe, mais de mémoire, là, j'avais vu là, qu'il y avait quand même plusieurs blessures. Il faudrait que j'aille jeter un coup d'œil. D'ailleurs, je vais aller vérifier vite pour ne pas dire n'importe quoi. On va aller voir rapidement les Devils du New Jersey. Donc, du côté des Devils, genre, équipe suivie des joueurs. Équipe. Je sais pas si je vais être capable de le voir. Statistique, non. Nouvelle. Non plus. Ok, je serais peut-être pas capable de le voir finalement. Peut-être dans la liste. J'ai un petit Brett Pesci. Ouais, Brett. Zach McEwen, mais ça, c'est pas nécessairement... ouais, ça, McEwen. Tant d'impact, Cody Glass et Connor Brown. Ouais, c'est ça. On a quelques blessures qui sont pas majeures, somme toute. Je pense que le Canadien avec Dobeš, tu sais, je dis avec Dobeš, mais même avec Montembeault, je pense qu'on est capable d'aller chercher une victoire, peut-être en période de surtemps. Est-ce qu'on peut dire que le Canadien et le Mammouth sont des équipes qui se ressemblent? Oui. À ce moment-là, dans l'optique où on a deux équipes qui se ressemblent, deux jeunes équipes qui sont probablement rendues au même stade, à défaut que l'Utah, oui, a manqué les séries l'an passé, mais il y a eu beaucoup de blessures. On peut penser à Sean Durzi, à Mikhail Sergachev. On a eu beaucoup de blessures en défensive qui ont fait mal. On a eu l'histoire alentour de Connor Ingram. Là, on est sur la bonne voie du côté de l'Utah. Ça va, d'après moi, être le match le plus difficile des 4 prochains. Si c'est une victoire du Canadien, ça va être en surtemps. Si c'est une défaite, ça va être en surtemps aussi. Donc,
dans tous les cas, c'est soit une possibilité de 2 ou de 1 point. Contre les Kings, tu l'as dit, ce qui peut être l'étiquette d'un match piège, comme les Kings sont sur une séquence de défaites, faut en profiter pour aller chercher cette victoire-là. Contre les Stars, ça va être difficile. Encore là, je veux pas avoir l'air trop optimiste, mais peut-être un point contre les Stars. Moi, je verrais 2-4. Un 6 points. Un 5 ou 6. Tu sais, dans la même optique que toi, je pense qu'un 5 ou 6, c'est au-dessus de 500. Je pense qu'honnêtement, ça pourrait être mission accomplie. T'sais, après ça, t'affrontes Columbus, Washington, les Leafs. Puis là, la fin du mois de novembre va être assez solide. L'Utah à Salt Lake City, les Golden Knights à Vegas, puis l'Avalanche au Colorado. Un peu comme l'an passé, quand Dabesh est apparu là, dans le mois de novembre, avait sorti des performances tout feu, tout flamme. Donc je pense qu'avant les 3 dernières de novembre, faut que tu donnes un coup. Puis je pense qu'honnêtement, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs, avant les 3 derniers, 8 matchs, donc 16 points, tu dois au moins aller chercher un 10 à 12 points. Tu dois finir en haut de 500, puis le Canadien est capable de le faire. Donc, voilà pour les prochains matchs du Canadien. C'est vrai qu'on s'en va maintenant du côté du segment premier début. La LCF qui a débuté ses éliminatoires la semaine dernière. C'est vrai que les Alouettes ont eu chaud. On menait... Là, je veux pas dire de niaiserie. Les Alouettes menaient... 17... 25 à 6. C'est ça? Ouais, 25 à 6 après 2 quarts. Et en l'espace de 6 minutes 56 au 3e quart, les Bombers ont eu une poussée de 21 points. À l'entour de déboire des Alouettes, échappé, interception, échappé. Les Alouettes sont revenus au 4e quart avec une poussée de 10 points. L'ont emporté 42-33. J'ai parlé tantôt de Davis Alexander qui, encore une fois, a été tout feu, tout flamme. 24 en 34, 384 verges, une passe de toucher, une interception. Tyson Philpott qui a été important. 10 en 11, 135 verges, un touché. Son vis-à-vis, Zach Collaros qui a été bon également. On avait une mission du côté des Alouettes. Et c'était de couper le jeu au sol des Bombers. Brady Oliveira, qui était une puissance la saison dernière du côté de Winnipeg, a été limité à seulement 38 verges par la course. En 8 tentatives de course, on a rapidement laissé la course de côté du côté des Bombers. Et à l'inverse, je sais pas c'est qui Stevie Scott III, va falloir que tu m'en parles. Parce que c'est la première fois que j'entends ce gars-là. 18 courses, 133 verges, 2 touches au sol. Quelle performance! Davis Alexander qui a également un touche au sol. Tyson Philpott aussi. C'est vrai que c'est qui Stevie Scott III? J'ai-tu manqué un épisode à quelque part? C'est le 3e ou 4e porteur de ballon pour les Alouettes. On avait Sean Thomas Erlington au début de la saison qui s'est blessé. Ça a été suivi de Travis Tice qui s'est blessé. Et là, c'est Stevie Scott qui vole la vedette par la suite. Quand même un gros bonhomme, là, un 6 pieds 2, 231 livres, c'est quand même pas rien là, pour un porteur de ballon. Des fois, on a des porteurs de ballon plus petits. Là, Travis Tice, c'était un petit bonhomme, un petit trapu. Stevie Scott court bien depuis le dernier stretch là, de la saison des Alouettes. Je dirais, il a pris la relève puis il est parti avec. Honnêtement, je pense qu'on va être bien placé avec un gars comme ça pour les prochaines saisons, si on est capable de le garder évidemment. Puis, comme tu as dit, là, on a limité, c'est incroyable de limiter Brady Oliveira en dessous de 50 verges par la course, honnêtement. Seulement un mince 38 verges pour lui pendant ce match-là. Donc, les Alouettes ont bien fait leur travail à ce niveau-là. On a peut-être laissé un peu trop d'amplitude là, au niveau du jeu par la passe. Là, 306 verges là, pour Zach Collaros, c'est quand même beaucoup.
Donc, ça va peut-être être à resserrer contre Hamilton parce qu'on sait, là, ils ont un bon bras euh, au poste de corps arrière, là, Hamilton. Donc, il va falloir resserrer ça un petit peu. Mais déjà, d'être capable d'étouffer complètement le jeu par la course, c'est quelque chose d'important. Donc, bonne prestation totale là, des Alouettes. C'est sûr que le troisième quart a été difficile, mais on va être capable d'ajuster les choses, là, j'en doute pas, là, pour le match de cette fin de semaine là, qui s'en vient. Duel entre les Lions de la Colombie-Britannique et les Stampeders de Calgary. Duel entre deux anciens coéquipiers, Nathan Rourke et Vernon Adams Jr. Les Lions se sont accrochés, l'ont emporté 33-30. Sean White a réussi 4 placements pour 12 points importants du côté des Lions. Du côté des Stampeders, Vernon Adams Jr. qui n'a pas mal fait malgré 2 passes de toucher. Jarlin Philpott qui a bien fait également, 120 verges de réception, 1 touché. René Paredes qui est 3-3 également là, au niveau des field goals. Cédric, les Lions ont eu chaud, mais se sont accrochés tout de même à l'espoir des 3 points d'avance en fin de match pour aller finalement en finale de l'Ouest contre les Rough Riders. Ouais, puis ça va être un match intéressant là, entre BC et la Saskatchewan, mais on voit là, Nathan Rourke qui a été nommé là, comme le corps arrière de l'équipe d'étoiles là, dans la conférence de l'Ouest. Des très bonnes performances de lui là, au courant de la saison. Donc, on le voit encore. Là, 223 verges, c'est pas nécessairement énorme, mais 68 verges par la passe, c'est quand même beaucoup pour un corps arrière. BC, qui selon moi était l'équipe à surveiller, là, je vois quand même potentiellement les Alouettes se rendre en finale. Donc, j'espérais que Calgary l'emporte. Pour la façon dont je voyais les choses, c'est que si Calgary l'emportait, j'étais presque certain que la Saskatchewan était capable de les battre en finale. Les Alouettes contre la Saskatchewan, je pense que les Alouettes sont en bonne posture pour l'emporter, mais là, si c'est contre BC, ça va peut-être être plus difficile. Je pense que c'est une équipe très complète, BC. Donc, ça va être intéressant de voir le match là, contre la Saskatchewan en fin de semaine. Ça va être un très bon match de football. Là. Je pense qu'on a le droit à 2 très bonnes finales de conférence cette saison. Oui, et il faut rappeler qu'au football, que ce soit la Coupe Grey ou le Super Bowl, c'est un do or die. T'as une chance. Tu gagnes, voilà, c'est fait, tu perds, c'est terminé, merci, bonsoir, à l'année prochaine. Finale de l'Est, samedi le 8 novembre prochain, en direct de Hamilton, puisque les Tigers sont finis en haut des Alouettes. Les Alouettes qui vont être de passage à Hamilton. À quoi tu t'attends de cette rencontre-là? Il va falloir qu'on étouffe le jeu par la passe cette fois-ci. C'est pas nécessairement les meilleurs au jeu par la course du côté d'Hamilton. On a un gros bras comme carrière, comme je l'ai mentionné tantôt. Je pense que ça va être là que ça va se jouer pour les Alouettes. Il va falloir que Davis Alexander ait encore une grosse performance, mais il nous a habitués à avoir des gros matchs là, tout au long de la saison. Si on y va purement mathématiquement par pourcentage de victoire des carrières, les Alouettes devraient l'emporter. Davis Alexander n'a toujours pas perdu. Je pense que je m'attends à une victoire des Alouettes. Je pense que vraiment la raison pourquoi les Alouettes ont fini en dessous des Ticats et de peu importe quelle autre équipe au total dans la LCF cette saison, c'est l'absence de Davis Alexander. Ce gars-là change complètement le visage de l'équipe quand c'est lui qui a le ballon dans les mains, dans la pochette. C'est même pas juste offensivement. On dirait que la défensive joue avec tellement plus de confiance quand ils savent que... Mais tu sais, on parle pas souvent de cet impact-là d'un corps arrière, mais même quand on va pas chercher des touchés, là, le gars avance le ballon, avance le ballon, avance le ballon, puis on leur donne à l'autre équipe beaucoup plus loin qu'un autre corps arrière pourrait faire. C'est moins de travail pour la défensive est plus fraîche. Ce gars-là a un impact sur le match au complet des deux côtés du ballon au final. Donc je me range du côté des Alouettes niveau prédiction, mais je pense que ça va être serré. Puis comme j'ai dit tantôt, là, on a le droit dans les deux conférences, ça va être des très très bons matchs de football selon moi en fin de semaine. 100% d'accord avec toi. Je pense qu'on va avoir un match probablement à allure offensif, mais je pense que la défensive des Alouettes pourrait faire la différence dans cette rencontre. BC, Saskatchewan, t'en as parlé tantôt. Je crois que BC pourrait avoir l'avantage, mais là où ça me fait peur pour BC, c'est que Nathan Rourke est pas convaincant. Oui, BC s'est rendu là, mais quand tu regardes les statistiques du dernier match, Nathan Rourke a aucune passe complétée, a un touché au sol, puis c'est pas des statistiques qui sont incroyables là, du côté de Nathan Rourke. Donc, tu sais, de l'autre côté, c'est possiblement, j'imagine, Trevor Harris qui va être là du côté de la Saskatchewan.
je sais pas à quoi tu t'attends pour ça, mais moi, honnêtement, je pense que la Saskatchewan pourrait avoir une chance. Je pense que c'est ça. Ça va être un autre match serré. Euh, c'est certain que, bon, Nathan Rourke a eu une bonne saison régulière, là, comme j'ai mentionné tantôt, là, au niveau des équipes là, d'étoiles, c'est lui le corps arrière pour la division Ouest. Donc, très bonne saison régulière. Il va falloir qu'il prouve un petit peu plus en séries éliminatoires, là. Évidemment, pas sa meilleure performance la semaine dernière, mais je pense que BC sont vraiment très complets, sont capables de gérer le match. Euh, Comment ça va offensivement, défensivement, on dirait que c'est très, très serré. Donc, mais ça va être intéressant parce que Saskatchewan, oh là là, c'est pas facile à dire. Saskatchewan ont eu une très bonne saison Saskatchewan. aussi. Donc, ça va être serré, comme j'ai dit. Je me répète, mais ça va être deux bons matchs de football, honnêtement. C'est les 4 meilleures équipes, selon moi, de la NFL. Il n'y a pas d'équipe qui s'est glissée dans les finales de conférence. Donc, mais je pense quand même que BC, en série, c'est difficile de les battre. Ça fait plusieurs saisons là, qu'ils sont quand même solides en éliminatoire. Je pense que, en plus, là, vu que les Bombers sont déjà éliminés, pour moi, c'est eux la deuxième meilleure équipe de série dans l'Ouest dans les dernières saisons. Donc, je vois BC l'emporter, mais c'est dur à prédire. Rendu là, c'est des bonnes équipes, ça va être des bons matchs, ça va être serré. Je pense que ça va être assez offensif de ce côté-là aussi. Euh, mais oui, je me range du côté de BC quand même. J'ai mes réserves. 559 points marqués du côté des Lions, 472 pour les Rough Riders, 409 points accordés du côté de la Saskatchewan et près de 500 pour les Lions. Chose certaine, c'est qu'on risque d'avoir encore une fois un affrontement à allure offensive entre les deux équipes. Je vais me ranger du côté de la Saskatchewan. Je pense que la défensive des Rough Riders pourrait avoir l'avantage sur les Lions. Ça va prendre un réveil de Nathan Rourke offensivement si les Lions veulent l'emporter, selon moi. Trevor Harris qui a de l'expérience. Trevor Harris qui est un excellent corps arrière. Je crois qu'il pourrait faire la différence dans cette rencontre-là. Et de mon côté, la Saskatchewan devrait l'emporter à domicile. Et ça veut donc dire que de mon côté, on pourrait avoir une Coupe Grey Montréal-Saskatchewan. Et du côté de Cédric, on viserait un duel entre Montréal et les Lions. Cédric, c'est terminé. On avait parlé de 2 heures, mais on a enchaîné. On a enchaîné les sujets. On a fait le tour. Ça a été une grosse soirée, mesdames, messieurs, ce soir, pour ceux et celles qui vont regarder là, cette émission en rediffusion. Je dis en rediffusion parce que vous allez pouvoir le regarder sur Facebook au moment où on va stopper le live et vous pourrez le regarder également sur notre chaîne YouTube, podcast L'échec avant, où l'entièreté de nos récents podcasts s'y retrouve. À 20h, on a débuté avec le segment Coup sûr, où on a parlé là, des éliminatoires dans la MLB, également la World Series entre les Dodgers et les Blue Jays. S'en est suivi le segment sur le terrain 100% NFL, où on est revenu sur la semaine numéro 9, nos fameux top 5 et les prédictions de la semaine numéro 10 qui prend son envol demain. Par la suite, segment du haut de la passerelle où les gérants d'estrade ont pris la parole pour parler du Canadien de Montréal, des récentes rencontres, des performances de plusieurs joueurs dont Samuel Montembeault et nos fameuses prédictions en termes de points récoltés en vue des 4 prochains matchs avant le prochain podcast. C'en est terminé à 21h30 avec le segment premier et les buts 100% Ligue canadienne de football qui est sur le bord là, de se terminer. Peut-être encore 2 épisodes, peut-être 3. Chose certaine, nous serons de retour pour parler la semaine prochaine. Mettre la table en vue de la Coupe Grey. On vous rappelle que les Alouettes visitent les Tiger Cats d'Hamilton samedi prochain dès 15h. Et les Lions de la Colombie-Britannique visitent les Rough Riders de la Saskatchewan. Duel entre Nathan Rourke et Trevor Harris. 2 excellents matchs à prévoir lors de la finale de l'Est et la finale de l'Ouest dans la LCF. Cédric, le train est passé. Cédric, merci encore une fois d'avoir été là. Merci à toi.
Sur ce, mesdames, messieurs, en mon nom et celui du podcast Échec Avant, on vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de votre Échec Avant. Allez, salut, ciao. C'est l'échec avant où le sport s'anime. Des débats passionnés, des moments sublimes. Du hockey, de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant.